Bonjour, bienvenue dans In Prima pour cette nouvelle semaine en votre compagnie. Je suis en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, on ne pourrait pas dire en retraite, parce que vous êtes actif toujours puisque vous contribuez à de nombreux médias, en tout cas des médias ici en Corse. Mais vous avez une longue carrière derrière vous. Si on peut dire. Oui, quand même. Une ça longue fait carrière. 48 ans. Voilà, 48 ans à votre actif. On va revenir sur toute cette semaine sur ce destin journalistique, puisqu'on va repartir évidemment des débuts. On va partir de votre enfance, de ce qui vous a poussé à embrasser évidemment ce métier qui est le métier de journaliste. Et puis on va aussi évoquer tout au long de la semaine l'évolution de ce métier, un métier qui en fait vous l'avez vu évoluer, vous avez vécu ces évolutions, on peut le dire, vous étiez au cœur. Oui, j'ai commencé comme tout journaliste à apprendre à écrire, à apprendre à parler ensuite, à apprendre à monter des images par la suite. Et en fin de carrière, je me suis intéressé à tout ce qui est informatique, à la rédaction informatique. Et j'ai commencé, moi, mon métier, on était à la télévision en 1967 sur des films, des reportages en film noir et blanc, et j'ai terminé sur les sites internet. Donc, voilà. On peut dire que la boucle est bouclée, puisque vous êtes parti finalement des débuts de la télévision, de cet outil qui est à l'époque balbutiant, dont on ne sait pas véritablement finalement si la mayonnaise va prendre, en tout cas dans ces années 60. C'est un mélange entre en fait le journalisme écrit ou l'écriture de romans ou d'histoires et un mélange avec le cinéma, on va dire, puisque en fait la télévision c'est un peu du cinéma et de l'écrit. Donc voilà, c'est un mélange de ça, mais c'est un enfant très très étrange, le journalisme audiovisuel. Alors on va repartir évidemment du début, donc on va partir déjà de votre prime enfance. Qu'est-ce qui vous a poussé à finalement choisir ce destin de journaliste ? Alors, est-ce que c'est dans l'ADN, comme on dit aujourd'hui ? Le fait est que mon père était journaliste. Nous étions en Afrique du Nord, en Tunisie à l'époque, et lui était journaliste, et il était à la fois journaliste d'un quotidien local de Tunis, qui s'appelait La Presse de Tunis, et il était correspondant de François et de Paris Match. Alors il y a eu énormément en Tunisie d'événements à partir de la fin des années 50. Il y a eu l'indépendance et puis l'évolution de la Tunisie. Et à ce moment-là, l'événement, c'était ce qu'on appelait un peu le désordre, le début du désordre en Afrique du Nord, parallèlement à ce qui se passait en Algérie. Il y avait donc le début des événements pour l'indépendance, et avec des attentats et tout ça. Et moi, j'étais donc petit, j'avais une dizaine d'années, et un jour, je suis parti avec mon père sur un reportage. Il y avait eu un attentat dans un café de Tunis, et il m'a amené là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et j'ai assisté donc à ce qui se passait, à l'événement dramatique qui était là devant mes yeux, et après ce qui s'est passé au niveau du journaliste, lui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il avait fait le travail sur le terrain, comment il était rentré à la rédaction, il a écrit les photos, tout ça. Et tout ça, peut-être, a déclenché quelque chose qui a fait que ça m'a donné envie. Finalement, vous avez vécu l'histoire, vous avez vécu la décolonisation. Est-ce qu'on peut dire que la décolonisation, ces événements que vous avez vécus sur place, ont été un révélateur justement dans l'envie de transmettre ce que l'on voit, ce que l'on vit, d'expliquer une situation, ce qui est le rôle d'un journaliste finalement? Oui, donc ce passage du factuel, donc attentat, jusqu'à ce qu'on a retrouvé le lendemain sur la page du journal, c'est vrai que ça a été quelque chose de magique pour moi, parce que j'ai vu comment j'étais au journal avec lui, donc dans la soirée, dans la nuit, et j'ai assisté à la fabrication du journal. La fabrication d'un journal de presse écrite, c'est aussi à la fois mécanique et magique. Les linotypistes qui tapent les articles, le plomb qui tombe, la mise en page de la page, et tout ça c'était assez étonnant. Pour moi, ça a vraiment déclenché quelque chose
peut-être la curiosité, simplement le fait de me dire, mais comment on fait de la bombe qui a eu lieu dans ce café à cet article dans le journal. Et ça m'a donné envie de le faire. Bon, alors le fait, après, qu'on se soit retrouvé en France, sur le continent, et que déjà en France, à l'époque, dans les années 60, il y avait déjà la télévision, les premiers instants de la télévision qu'on n'avait pas en Tunisie. Ça m'a donné encore une sorte de coup de pied pour me mettre sur les rails du journalisme. On va en parler justement demain de cette histoire de la télévision, une histoire à laquelle évidemment vous avez participé. À demain, merci Michel Halal-Volterra. Au revoir. Bonjour, nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza pour cette seconde émission en compagnie de Michel Halal-Volterra. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, on a parlé hier de la naissance d'une vocation. Aujourd'hui on va parler de ce cheminement que vous avez effectué finalement dans cette télévision pionnière. On va rappeler un petit peu ce qu'était la télévision qui débutait dans cette fin d'années 50. Une télévision finalement qui ne frappait pas encore à toutes les portes et qui au départ avait finalement aussi un petit peu du mal à trouver ses marques. Oui, en plus, c'était réservé à une certaine élite, la télévision, d'abord parce que ça coûtait cher d'avoir un poste de télé. Donc, ça n'existait pas dans tous les foyers. Et puis, donc, ça a commencé à la fin des années 50. Et il y avait donc des émissions de radio à l'époque, de ce qu'on appelait la radio française, mais ça s'appelait pas. Ça s'appelait pas encore la RTF, ça s'appelait le Poste parisien. D'accord. C'est vraiment, ça remonte. Oui, ça remonte encore plus loin, voilà. Encore plus loin. Et entre le Poste parisien et la RTF, donc il y a eu ce passage à la fin des années 50, en même temps que l'arrivée de la télévision. Et des gens qui travaillaient à la radio, déjà, ont commencé à travailler à la télévision pour créer cette première chaîne de télévision. Et bon, moi, je suis arrivé un peu plus tard quand même, parce que moi, après mes études de journalisme, en 67, je suis rentré par la petite porte parce qu'il n'y avait pas de système d'embauche comme il y en a aujourd'hui, où il faut faire preuve de ses diplômes. Puis il y avait ces écoles qui souvent maintenant déversent leurs diplômés dans les... Et toujours mon père qui était là, puisque lui, quand nous sommes arrivés à Paris, il avait donc, il connaissait beaucoup de monde déjà, et lui, il a pu rentrer à la RTF. Lui étant dans la place, il m'a aidé à rentrer. Et alors il n'y avait pas énormément de possibilités, il n'y avait pas beaucoup de postes, il n'y avait pas beaucoup de places et tout ça. Et en plus, c'était la télévision. C'est-à-dire que c'était un média qui fonctionnait avec des choses que on ne connaissait pas. L'image, le montage, le tournage, avec ces outils qui étaient à la fois attirants, mais aussi en même temps rébarbatifs. C'est-à-dire que c'était quelque chose sur lequel on n'avait pas un pouvoir extraordinaire. Et donc, il fallait apprendre. Et il n'y avait pas d'école non plus pour apprendre à se servir d'une caméra. Et moi, mon attrait numéro un, c'était pas l'écriture, c'était l'image. Parce qu'on était déjà dans les tout débuts de la civilisation de l'image. Et il y avait une émission extraordinaire qui s'appelait 5 colonnes à la une, qu'on regardait tous ceux qui avaient la télé à l'époque, on regardait ça, c'était un rendez-vous obligé et magique, une sorte de messe, et tous les gens regardaient ça. Et ça m'a donné envie de faire de l'image. Mais il n'y avait pas d'école pour apprendre à se servir d'une caméra. Et donc, j'ai été obligé... Moi, je voulais rentrer à la télévision et faire de l'image. Et donc, il n'y avait pas. Et mon premier patron, c'était Raymond Marcillac, qui était le directeur du service des sports de la RTF à l'époque. Et quand il m'a reçu, quand j'ai posé ma candidature, il m'a reçu, et il m'a dit, bon, tu veux faire quoi? Du foot J'ai dit, non, moi je veux être reporter caméraman. Il me dit, mais est-ce que tu sais servir d'une caméra? Non, je ne sais pas me servir d'une caméra. Bon. Et alors là, il m'a mis entre les mains, premier signe du destin, il m'a mis entre les mains d'un caméraman, un reporter caméraman, qui s'appelait Paul Constantini, qui était un Corse, déjà. Comme son nom l'indique, voilà. Voilà, c'est déjà vraiment une coïncidence très importante. Et Paul m'a appris
à me servir d'une caméra. Il m'a donné sa caméra et il m'a expliqué tous les détails, comment on ouvre une caméra, comment on charge, comment on met la pellicule et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec le journalisme que j'avais appris à l'école. C'était quelque chose de... Et en fait, j'ai appris à me servir d'une caméra et donc Marciac a accepté de me prendre à l'essai et je me suis retrouvé tous les dimanches sur les stades. Alors que j'avais horreur du sport. je ne supporte pas le sport en tant que spectacle peut-être, mais en tant que matière première de mon travail, on va dire, c'était pas mon truc, quoi. En fait, j'étais obligé de me retrouver sur les stades. Et j'ai appris à aimer le sport au fur et à mesure parce que je regardais le sport à travers l'œilleton de ma caméra. Un prisme différent. Un prisme tout à fait différent. Et j'ai réussi, et je me souviens, donc une petite anecdote, c'est qu'il y avait sur la caméra, il y a une sorte de tourelle avec 3 objectifs. Plan très 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 large, plan normal et plan serré. Donc on changeait comme ça l'optique de la caméra. Et je me suis retrouvé un jour donc, sur un stade de foot pendant un match, et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de prendre ce qu'on appelle le grand angle et de montrer. Et je me suis mis derrière le but. Et c'est la première fois, après donc... Ça a été largement les caméramans de télévision, aujourd'hui on le voit sur tous les matchs, la première fois qu'on a vu une image à travers un filet de but de foot et la balle arrivait dans le but. Bon, est-ce que c'est moi qui ai déclenché ça ou est-ce que... Bon, le fait est que ça a été la première fois. D'ailleurs, même, je me suis fait engueuler parce que mon chef de service m'a dit ton plan était trop large, on n'a rien vu, on n'avait pas vu la balle et tout ça partir, donc ça sert à rien ton truc. Je me suis fait engueuler, mais après, le temps m'a donné raison. Merci beaucoup. On se retrouve demain, Michel Halal-Volterra, pour continuer évidemment de parler de votre parcours. Merci. À demain. Au revoir. Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Michel Halal-Volterra. Bonjour. Bonjour. C'est notre 3e émission en votre compagnie. Je le rappelle, vous êtes journaliste. On a parlé de vos débuts à la télévision, vos débuts en tout cas dans le cadre du service des sports, de cette chaîne unique qui existait alors à l'époque, cette époque de la RTF. La RTF qui est devenue l'ORTF aussi, donc qui est devenue pleinement, on peut le dire, une télévision d'État avec ce que ça impliquait à l'époque, c'est-à-dire... on peut le dire, une certaine forme d'emprise du pouvoir politique. Oui. Justement, quels étaient finalement ces rapports entre les journalistes, les politiques, et puis aussi ce cadre peut-être parfois un peu lourd de télévision d'État? Alors, il y a 2 choses. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, parce que en fait, le système politique, il a toujours été, depuis ces années 60 jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont politiquement en place, qui ont le pouvoir, ont toujours eu envie d'avoir leur puissance, être l'émanation de la télévision. Donc, et à l'époque, c'est vrai qu'on était considéré, d'ailleurs, le général de Gaulle, qui était donc président de la République à l'époque, l'avait dit que les journalistes de l'ORTF étaient la voix de la France. Donc, on était investi d'une sorte de mission. Bon, alors, à l'intérieur de la rédaction, il y avait plusieurs opinions politiques, et tout le monde n'était pas d'accord avec ce point de vue. Les rapports que les journalistes avaient avec les pouvoirs politiques étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a même tendance, on le voit, certains journalistes sont très copains avec les présidents de la République. Voilà, il y a une proximité. Mais c'est devenu presque de la complicité. C'est plus que de la proximité, c'est de la complicité, parce qu'ils sont très copains avec les présidents de la République qu'ils ont connus quand ils n'étaient que députés ou simples hommes politiques du système. Ou sur les bancs de Sciences Po aussi. Ou sur les bancs de Sciences Po. Et donc, il y a ce tutoiement qui arrive très souvent entre le journaliste et le président, aujourd'hui, qu'il soit de gauche ou de droite, peu importe. Et à l'époque, nous, on avait un respect, une sorte de barrière qu'on ne franchissait pas. Donc, il y avait ce respect, cette réserve qu'on avait vis-à-vis du politique, mais on n'était pas
forcément d'accord avec tout ça. Je me souviens qu'en 68, on a tous fait grève. Hein, Justement, en 68, ça marque finalement ce premier, on peut le dire, ce premier changement des rapports entre le politique et le journalisme. On sent en tout cas que l'ORTF commence à vaciller. Oui, alors, il y a eu donc ces événements de 68. Le fait que nous étions, nous, sur le terrain et qu'on filmait tous les jours et on essayait de faire notre boulot. Et le fait qu'après, ce travail était censuré par le politique et on s'est insurgé. Et c'est la première fois qu'on a évoqué le principe de liberté de l'information. Voilà. Et donc, on a tous fait grève. Et il y a eu un blackout total, c'est-à-dire que tout le monde a été renvoyé, il n'y avait plus personne, sauf ce qu'on appelait les jaunes, et qui étaient restés donc dans la rédaction et qui assuraient le minimum du journal télévisé du soir. Mais on n'acceptait pas alors qu'on était même sur le terrain pendant les manifs et on prenait des risques parce qu'on risquait de recevoir soit des coups de matraque, soit des pavés et tout ça. On n'acceptait pas qu'on aille sur le terrain, risquer même notre vie et que rien ne passe à l'antenne. Voilà, donc ça a commencé à chauffer à ce moment-là, quoi. Alors évidemment, suite à 68, il y a, on peut le dire, les années Giscard. Les années Giscard, c'est un rapport aussi avec la télévision qui est assez, on peut le dire, assez proche. Il y a une proximité. Il y a un peu de relâchement par rapport aussi à l'emprise qu'avait, on peut le dire, le général de Gaulle sur l'organe ORTF. Oui, en fait, l'outil principal de ce relâchement, c'était un homme qui était très très bien, très honnête, qui était le Premier ministre à l'époque, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, et qui lui était partisan de la liberté de l'information. Il a mis à la tête de la rédaction un homme qui s'appelait Pierre Desgroupes. L'ancien de 5 colonnes à la une. Voilà, et qui était donc à la fois un excellent, un merveilleux journaliste, mais en plus qui avait des principes, et lui partait de ce principe de si vous avez quelque chose à dire, vous le dites, et il n'y aura pas de censure. Il a été appuyé par Chaban-Delmas, et donc c'était sous le règne de Giscard d'Estaing à l'époque, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à sentir un peu cette liberté, et qu'il y avait des choses qui passaient à l'antenne que le téléspectateur moyen n'avait pas l'habitude de voir non plus. Puis il avait aussi ce rapport de Valéry Giscard d'Estaing avec la caméra. On peut dire un rapport oui, c'est-à-dire d'amour. qu'il avait de très bons conseillers qui s'y connaissaient un peu, parce que ça commençait à devenir, même au niveau des attachés de presse et tout, la télévision commençait à devenir un peu plus familière. Et donc, il avait des conseillers, donc comme un certain Patrice Duhamel, qui est devenu par la suite journaliste politique à TF1, puis directeur de l'information de la 5, qui a été mon patron sur la 5, Patrice Duhamel était un homme déjà de télévision, et c'est lui qui a donné à Giscard cette habitude de faire des coups, comme aller le fameux petit déjeuner. Voilà, un petit déjeuner, ou aller dîner chez l'habitant, ou de faire donc la discussion au coin du feu. Une fois par mois, il faisait une discussion avec un journaliste qui s'appelait Michel Roy, et discussion au coin du feu. Merci beaucoup Michel Halal-Volterra. On se retrouve déjà demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette avant-dernière émission en compagnie de Michel Halal-Volterra. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste. On rappelle depuis le début de la semaine votre riche parcours, un parcours, on peut le dire, à travers cette télévision naissante de la RTF à l'ORTF. On l'a vu, vous avez été, donc nous avons parlé hier du contexte historique, bien évidemment. On va revenir à votre trajectoire personnelle, puisque petit à petit, finalement, vous avez des sports, vous avez rayonné vers d'autres domaines. Oui, alors le deuxième Corse qui a un peu changé mon destin à la télévision, c'était le rédacteur en chef de Pierre Desgroupes dont je parlais hier, et ce rédacteur en chef s'appelait Joseph Pasteur, en fait de son vrai nom Roquezzani, et Joseph m'a un jour
permis de passer de la caméra à la rédaction proprement dit. Et il m'a proposé d'être responsable des éditions du journal télévisé. Et donc, comme pour commencer, comme toujours, chaque fois qu'un journaliste débutait dans cet exercice soit de présenter, soit de fabriquer le journal, on commençait par la dernière édition, l'édition de 23 heures. Et donc, il m'a proposé d'être responsable des éditions de 23 heures. Et puis après, les années passant, je suis devenu responsable des éditions du 20h et c'est moi qui ai fait tous les journaux de Christine Ockrent. Et donc, je suis devenu comme ça, je suis rentré de plein pied dans la rédactionnelle, et j'ai manipulé tous les outils, l'image, le commentaire, je surveillais, je donnais des ordres, des consignes, et donc être responsable d'édition, c'était à la fois être la cheville ouvrière entre le vrai patron de la rédaction et tout ce qui était autour pour fabriquer le journal, c'est-à-dire tous les techniciens, les services administratifs, tout ça, c'était vraiment la poulie de transmission, voilà. Entre la rédaction et l'antenne. Et donc apporter aux téléspectateurs le produit qu'on avait fabriqué pendant toute la journée. Alors il y a eu aussi évidemment pour la télévision une évolution majeure, c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, puisque là évidemment les médias changent radicalement de statut. Alors, on n'était plus du tout la voix de la France, il y avait le principe de la liberté d'information, le premier ministre de l'information, parce qu'il y en avait quand même un sous Mitterrand, était Georges Filiou, qui était un grand journaliste d'Europe numéro 1, donc un confrère, et qui a défendu depuis le début jusqu'à la fin de son mandat tous les journalistes, presse écrite, radio, télévision. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu avec Mitterrand cette interdiction, on n'a jamais eu le problème qu'on a eu en 68 par exemple. Donc on n'avait pas de souci. Et c'est vrai que Mitterrand, en revanche, lui, c'était quand même un monarque, quoi qu'on dise. Sous ses aspects libéraux et tout ça, c'était quand même le président de la République, avec les habitudes de l'ancien temps, quand même. Mais c'était un homme fabuleusement intelligent et qui savait utiliser les outils quand il devait le faire. Les années 80 aussi voient la naissance de chaînes privées. Là aussi, pour le journaliste que vous étiez, ça a été, on peut l'imaginer, un changement radical aussi, majeur. Oui, donc en 86, il y a eu la création de la première chaîne de télévision privée, oui. La 5. Moi, j'étais encore à Antenne 2 et Patrice Duhamel, dont j'ai parlé, qui était donc le conseiller en communication de Giscard d'Estaing à l'époque, est devenu le directeur d'information de la 5 quand la 5 a été créée. Et alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, pour faire une chaîne privée différente des chaînes publiques qui existaient, Duhamel est venu chercher des journalistes sur les différentes chaînes publiques, forcément, puisqu'il y avait personne d'autre qui connaissait le boulot. Et donc, en fait, il a créé une sorte de produit hybride de chaîne privée avec des gens qui venaient du public. Mais c'était une aventure extraordinaire qui s'est cassé la figure malheureusement dans les années 90, 92. En fait, tout ça parce que un dénommé Berlusconi, stupide, qui n'aimait pas l'information en tant que telle, s'intéressait peu au système qui faisait que ce qu'on produisait devait arriver chez le téléspectateur, et n'a jamais voulu acheter bêtement, à Télédiffusion de France, des émetteurs pour que la 5 soit diffusée partout en France. Alors les grandes villes étaient servies, mais les campagnes, les villages, la province, tout ça. Et donc, comme on n'avait pas d'audience,
on n'avait pas de publicité, on n'avait pas de publicité, on n'avait pas d'argent, et donc faute d'argent, ça s'est cassé la figure. Pourquoi vous avez choisi finalement de vous lancer dans cette aventure? C'est vrai que la 5 c'était un format très exaltant quand on venait c'était la première, c'était une aventure parce qu'effectivement on était, comme on l'a dit depuis ces quelques émissions là qu'on a fait ensemble, on était dans ce système de télévision publique, on était un peu fonctionnalisé, on était tranquille, on savait qu'on ne risquait rien, qu'une fois qu'on avait été engagé, qu'on ne pouvait pas être renvoyé. Bon, ça c'était le côté positif, disons. Et il n'y avait pas de risque, et il y avait malgré tout des moyens extraordinaires, de l'argent, puisque c'était un système dont se servait le pouvoir pour faire passer ses messages, et on savait que de toute façon, ça ne disparaîtrait jamais. Donc c'était une sorte de tranquillité. Mais le fait d'être peut-être encore plus libre que libre, avec le privé, on espérait fonctionner comme fonctionnaient les chaînes de radio privées comme Europe numéro 1, RTL et tout ça, et c'était une aventure, une nouvelle aventure. Merci beaucoup Michel Halal-Volterra, on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine en votre compagnie. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Michel Halal-Volterra. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que les émissions que nous avons faites en votre compagnie sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous avons évoqué tout au long de la semaine votre parcours de journaliste, un parcours riche puisque vous avez finalement parcouru toutes ces période de l'histoire de la télévision française. Nous nous étions arrêtés hier aux années 80 et puis à cette expérience unique qui a été la création de la chaîne numéro 5 à l'époque. Suite finalement à cette expérience, puisqu'on le sait, son destin a été funeste, comment avez-vous souhaité rebondir? Alors moi j'ai eu la chance, là franchement c'était une grande chance, qu'un de mes meilleurs amis est devenu directeur de l'information de la 3, de FR3 à l'époque. Et donc, moi j'étais à ce moment-là, c'est fin 89, et je m'occupais à l'époque de tous les voyages présidentiels. Je m'occupais de la couverture des voyages présidentiels, donc j'ai fait 2 fois le tour du monde avec Mitterrand, puis ensuite Chirac, Balladur, Juppé, Cresson, Rocard, enfin tout le haut de la crème de l'État. Et moi, je me trouvais en décembre 89 à Berlin pour la chute du mur avec Mitterrand, et je reçois un coup de fil à 10 minutes de l'antenne, et c'était cet ami qui me disait, bon ben écoute, je te propose de venir travailler avec nous. Je prends la direction de l'information de la 3. Est-ce que tu veux venir avec nous? Et comme ça, j'ai eu la possibilité de sortir du guêpier que devenait la 5 pour me retrouver et revenir dans le giron du service public et me retrouver à FR3 qui allait devenir France 3. Dans un esprit totalement différent, puisque là on est dans une optique aussi de télévision nationale mais qui diffuse en région, qui a une forte implication en région. Qu'est-ce que ça a changé finalement dans votre façon d'appréhender votre métier, puisque c'était plus finalement le même objectif que la 5e chaîne? Normalement, le statut de la 3 dans le cahier des charges, c'était effectivement de donner la priorité aux régions, mais les gens qui dirigeaient la 3 à Paris, et notamment Jean-Marie Cavada, qui était directeur de l'antenne donc à ce moment-là, étaient eux habitués à ce système d'antenne nationale et internationale. Et donc on a créé, quand je suis arrivé sur la 3, un visage de cette antenne régionale, mais à caractère national. Et là aussi, c'était un peu bâtard comme système, c'est-à-dire que la 3 ressemblait aux autres chaînes, à la 1 et à la 2, et en fait, elle avait quand même l'essence régionale. Donc on a essayé de faire admettre à Cavada, qui ne rêvait que de choses nationales et internationales, on a essayé de faire comprendre qu'il fallait aussi qu'on parle des régions.
Et ça a été difficile. Et puis, il y a eu un problème qui était insoluble, c'est-à-dire à partir du moment où on décidait de faire un produit magazine ou informatif sur les régions, le problème était de savoir qui allait diriger ce magazine. Est-ce que c'était un rédacteur en chef régional ou c'était un rédacteur en chef du national? Et là, ça a été la guerre entre Paris et la province. Et donc, le résultat, c'est que France 3 est restée une chaîne nationale à soi-disant caractère avec des antennes régionales. Avec ses antennes régionales. Mais la première grande expérience régionale, ça a été via Stella, puisque c'est devenu la vraie première chaîne régionale. Le cheminement a été long. Ah, ça a été très très dur. Moi, je suis arrivé à Ajaccio à la demande à l'époque de René Siacci, qui était directeur régional de France 3 Corse, pour mettre en route le système de la création de Via Stella. Et c'était comme ça que moi, ça m'avait toujours plu. Cette option régionale de cette chaîne, ça m'avait toujours plu. Mais on est malheureusement, enfin pour les autres régions en tout cas, jamais arrivé à le faire. Il n'y a qu'en Corse que le système a pris. Pour faire le lien justement avec la Corse, vous avez choisi donc à un moment donné de rentrer en Corse. Hormis cet objectif professionnel, il y avait aussi, on imagine, une part d'affect aussi. Oui, parce que donc mes ancêtres qui étaient à la fois toscans et espagnols, j'ai deux origines. Mes ancêtres toscans sont venus, ont fait souche ici en Corse. Et après quelques années, sont partis pour tenter de faire fortune comme beaucoup de Corses en Afrique du Nord. Et c'est ainsi que je suis né en Afrique du Nord par accident. J'aurais dû naître dans le Taravo comme beaucoup de gens de ma famille. Donc voilà. Aujourd'hui, vous continuez évidemment à vous impliquer dans le journalisme. Vous collaborez à de nombreux médias. Vous collaborez aussi à des médias sur le web. Finalement, vous avez toujours envie de garder un pied dans ce métier, ou finalement on n'en sort pas de ce métier. On n'en sort pas, même si à mon grand âge, j'ai 70 ans maintenant, même si à 70 ans, de temps en temps, on se sent on n'a plus tellement envie d'être obligé d'aller faire un reportage ou faire une interview et tout ça, parce que ça devient presque une obligation. Eh bien, on a toujours le virus quand même qui court dans les veines, et je crois que ça, on ne peut pas s'en séparer. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie, Michel.